On va maintenant s'attaquer à l'actualité de la semaine. Pour cela, nous accueillons deux journalistes. Bonsoir Juan José Dorado, vous êtes correspondant espagnol à Paris du groupe de presse La Région. C'est presque ça. Hein, on progresse. En tout cas, bienvenue à vous, Juan José. Et à vos côtés, Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien suisse Blick. Et oui, ça a changé. Et oui, vous avez changé de dossard, Richard, et vous êtes l'auteur de ce livre « La France contre elle-même, de la démarcation de 1940 aux fractures d'aujourd'hui » qui vient de paraître aux éditions Grasset. Tout de suite, notre premier dossier de la semaine, Nadia, ce sont donc ces lourdes menaces qui plane sur le droit à l'avortement aux États-Unis. Oui, c'est un avant-projet de la Cour suprême américaine qui a fait l'objet d'une fuite rarissime dans les médias américains, en l'occurrence sur le site Politico. On apprend donc que la plus haute juridiction des États-Unis étudie l'annulation, je vais y arriver, de l'arrêt Roe versus Wade qui garantit donc le droit fédéral à l'avortement dans tout le pays depuis 50 ans. Et cette décision, donc, qui sera rendue fin juin, elle pourrait conduire 26 États à rendre l'IVG illégale. Philippe Verly, est-ce que ce projet, il témoigne d'un virage conservateur dans les institutions américaines, virage évidemment amorcé sous la présidence Trump qui a nommé des anti-VG notoires au Sénat, à la Cour suprême? J'allais dire, il fallait s'y attendre quand on voit les nominations que Donald Trump avait fait à la Cour suprême. Bien évidemment, c'était en quelque sorte l'objectif de Trump, d'ailleurs, ce qui est en train de se passer maintenant, et ça se réalise sous la présidence Biden. Moi, ce que je trouve fascinant dans cette histoire, c'est que la Cour suprême a reconnu, enfin l'un des juges de la Cour suprême a reconnu que ce mémo était exact, donc c'est bel et bien quelque chose. Il a été authentifié. Il a été authentifié, mais ils ont dit que c'était un document absolument de travail. Moi, je crois que ce qui est en train de se passer aux États-Unis, c'est cette bataille post-Trump qui n'est pas réglée. Elle se passe au Congrès, bien évidemment. Elle va se passer avec les midterms en novembre, mais elle se passe sur les questions sociétales. Donc, c'est un pays qui est véritablement fracturé en deux et où, malheureusement, traditionnellement, les juges de la Cour suprême était l'institution qui était supposée assurer l'équilibre des pouvoirs, et on voit bien que, comme ce sont des hommes et des femmes qui ont des allégeances politiques, ça bascule. Juan José Dorado, le Trumpisme continue avec Trump, et ça nous concerne aussi, c'est-à-dire que ces conséquences-là, en particulier sur l'IVG, elles peuvent s'exercer, cette décision-là peut avoir des conséquences ailleurs, hors des États-Unis ? Elles ont déjà des conséquences ailleurs. Je ne sais pas si c'est à cause de cette décision qui peut être prise dans les semaines à venir du côté de la Cour suprême américaine, mais il est certain que l'avortement en tant que tel, dans un certain nombre de pays, n'avance plus depuis des années. Et puis, dans d'autres pays qui nous sont proches, souvent, on essaye de le réduire à son expression minime. Donc, effectivement, c'est un mouvement qui est un peu général. Ce qui est dommage dans tout ça, c'est que pour une partie des conservateurs dans le monde, l'avortement est devenu un marqueur, oubliant notamment, par exemple, en Europe, que c'est un acquis et qu'on ne peut pas revenir sur des acquis, puisque c'est la politique qui a toujours été appliquée. La Pologne, notamment. On avait vu les manifestations. Entre autres, la Pologne. Martienne Després, c'est une question aussi qui revient... C'est tout à fait juste. D'abord, on oublie que c'est quelque chose qu'on considère comme un droit, et on oublie d'où ça vient. Alors, en Belgique, pour le moment, on est en train justement de bouger sur cette question, parce que la Belgique, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est très en retard sur beaucoup de pays. Je veux dire, la Belgique qui apparaît comme une espèce de paradis bioéthique, puisque l'euthanasie était autorisée très vite, le mariage homosexuel était je crois qu'on était le second pays qui l'autorisait. Et bizarrement, vous savez que l'avortement, l'interruption volontaire de grossesse, n'a été dépénalisé qu'en 1990. Plus de 20 ans de combat. Et de 20 ans de combat avec des emprisonnements, avec des choses comme ça. Donc, et en plus, je vais dire, pour le moment, il y a une remise en question. Pourquoi? Mais dans le bon sens. Parce qu'en fait, il n'est que dépénalisé que partiellement. Ça veut dire qu'en fait, il est toujours, d'une certaine manière, encadré par la loi. Donc, ça reste une faute. Et c'est ça qui est problématique. C'est comme si c'était une faute morale. Et ça veut dire que sous certaines conditions très particulières, vous avez le droit. Donc c'est une faute morale, mais... C'est consenti. Voilà. Et ce que j'essaye de faire pour le moment, mais ça n'a pas encore l'air de pouvoir passer, mais il y a vraiment des mouvements qui luttent pour ça, c'est que ce soit totalement dépénalisé, donc que ça sorte de la faute morale. Et deuxièmement, qu'on passe... Comme c'est demandé en France, si mes souvenirs sont bons, de 14 à 18 semaines. D'allonger le délai. En Espagne, Juan José Dorado, il y a une législation récente, la création d'un délit pour pénaliser, au contraire, pour sanctionner les commandos anti-VG, en tout cas ceux qui pratiquent le harcèlement, pour empêcher les femmes d'avorter. Effectivement, ça a été approuvé depuis quelques semaines. Depuis un mois. Et donc, ceux qui vont manifester devant les cliniques IVG et devant les hôpitaux qui le font aussi, donc c'est fréquent, ça. Il y a beaucoup de manifestations en Espagne, monsieur. Fréquent, c'est compliqué de dire fréquent. Vous savez, l'Espagne, c'est un pays qui a commencé à dépénaliser l'avortement en 85. On parlait des 90 pour la Belgique, mais nous, on a commencé en 85. Il y a eu des tentatives
tentative de couper ce droit à différents moments, notamment en 2015. Mais aujourd'hui, effectivement, le risque, effectivement, c'est de voir tous ces gens intimider les jeunes filles souvent pour ne pas aller dans les cliniques. Jusqu'à un an de prison, on peut aller. Il y a un autre pays européen de culture très catholique, lui aussi, qui a légalisé l'avortement encore plus récemment, Jean-Mathieu. Et oui, c'est l'Irlande, en fait, puisque c'est vraiment l'un des symboles de la lutte pour la légalisation de l'IVG, le référendum irlandais du 25 mai. Alors là, 2018 seulement. Ce jour-là, 66% des votants choisissent de dire oui à l'abrogation de l'article 8 d'amendement de la Constitution irlandaise qui interdit toute possibilité d'avortement sur le territoire. C'est une large victoire dans un pays, vous l'avez dit, donc très catholique, où les interruptions volontaires de grossesse sont restées passibles de prison à vie jusqu'en 2013, tout de même. Donc c'est une vraie révolution culturelle au pays du trèfle, rendu possible grâce en fait aux conventions citoyennes, puisque en 2008, l'Irlande est véritablement ravagée par la crise économique, on n'a plus du tout confiance dans les politiques, et là il y a des universitaires et des politologues qui vont se dire pourquoi ne pas faire ça, de réunir des citoyens pour réfléchir sur les débats de société. Alors l'idée c'était de transmettre les conclusions de ces débats au gouvernement. Alors il y a eu un petit tâtonnement, il faut bien le dire, mais le collectif en fait il a poussé ensuite le gouvernement à créer des consultations et à faire des référendums. Ça a été le cas le premier en 2014 sur le mariage gay. Ainsi, l'Irlande accepte à 62%. Et rebelote 2 ans plus tard, avec plus d'élus cette fois-ci dans la décision, mais seulement des citoyens. Ils vont discuter et voter au sujet donc de l'avortement. Mais là, chose étonnante, c'est que les débats sont carrément retransmis à la télé et on pense que c'est ça qui en fait a fait basculer l'opinion dans un pays qui était en effet très divisé sur le sujet. Et au final, les partisans de l'IVG l'emportent donc largement. C'est ce référendum et cette idée de convention citoyenne qui a donné l'idée au gouvernement français de faire en France la convention citoyenne sur le climat. Le référendum en moins, mais ça c'est un peu plus accessoire. Mais c'est vrai que, Vincent Després, est-ce que soumettre des sujets de société tels que l'IVG, des assemblées citoyennes, est-ce que c'est une bonne idée ça ? Il me semble qu'avant le référendum, passer par une assemblée citoyenne, c'est une très bonne idée. Pourquoi ? Parce que les gens vont s'informer, parce qu'en fait, on crée des formes d'expertise qui sont, je trouve, qui montrent ce que c'est qu'un jeu démocratique finalement. C'est-à-dire, c'est pas n'importe qui vient avec son opinion, c'est des gens qui sont intéressés. Et je vais dire, et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très, vraiment de formidable. Quand ça a des effets comme en Irlande, on va bien préciser aussi, dans la mesure où... Sauf qu'on ne peut pas le savoir à l'avance ce que ça va donner. Voilà, on ne peut pas savoir ce que ça va donner, mais ça veut dire si c'est suivi. Je veux dire, si après le politique décide que de toute façon, c'était juste participer... Par exemple, un mot, Richard Verly, sur une votation qui a eu lieu en Suisse sur l'enjeu du déremboursement de l'IVG, votation qui a rejeté le déremboursement. Tout à fait. Non, mais de toute manière, la démocratie directe en la matière, il faut bien avoir en tête qu'elle est le reflet de la polarisation du paysage politique. C'est pour ça que s'il y avait un référendum aux États-Unis, quel en serait le résultat ? Les sondages montrent que la majorité des Américains sont favorables au droit à l'IVG. Deux observations. D'abord, c'est un sujet européen qui ramène à la Charte des droits fondamentaux. Et il n'est pas impossible que, vu le contexte aux États-Unis, Emmanuel Macron en parle lorsqu'il fera son discours à Strasbourg le 9 mai, lundi, en conclusion de la Convention sur l'avenir de l'Europe. Deuxièmement, pour les États-Unis, il y a quand même un élément positif dans toutes ces images, c'est la mobilisation des femmes. C'est la mobilisation de la société civile. Après tout, c'est quand on est devant ce genre de situation que la société civile se réveille. Et donc, finalement... D'ailleurs, il y avait eu des Women's March au début de la présidence. Absolument, bien sûr, et pas seulement d'ailleurs. Pas seulement. Là, on voyait des femmes c'est l'ensemble du camp démocrate et Joe Biden qui vont faire un enjeu aussi des élections de demi-terme. Nous allons maintenant passer à notre temps fort en images de la semaine. Il nous conduit ce soir en Inde, comme le Pakistan voisin. Le pays subit une vague de chaleur intense et précoce depuis plusieurs semaines, avec des températures de plus de 40 degrés, un record même qui a atteint 47 degrés dans l'état du Rajasthan. La chaleur n'est pas tolérable. Nous ne pouvons pas la supporter. Nous mettons en permanence la climatisation et nous ne pouvons pas sortir de chez nous. Cette température n'est pas non plus acceptable. L'été est arrivé en mai-juin l'année dernière et maintenant c'est en avril-mai. Il fait extrêmement chaud. Les événements climatiques extrêmes semblent s'accélérer. Ce nouvel épisode caniculaire n'est-il, Juan José Dorado, en fait qu'un avant-goût de conditions qui pourraient devenir habituelles demain ?
Ça, il faudrait dire que depuis le temps que le GIEC nous informe des dérèglements du climat, il arrive, on le constate en Inde, mais on le constate aussi en Europe, puisqu'on voit effectivement que l'Europe souffre des mêmes problèmes. Peut-être qu'on n'est pas à 47 degrés au mois d'avril, mais effectivement, l'Europe est touchée fortement. C'est le cas particulier de l'Espagne, où il y a des plans climat spéciaux pour lutter contre ça, sachant que de toute façon, on ne peut faire pas grand-chose et que ça a quand même un coût économique énorme pour tout le pays. Une catastrophe climatique, Richard Verly, qui risque de donner naissance, et c'est déjà le cas, un nouveau défi, un défi migratoire, celui des réfugiés climatiques. Est-ce qu'on en a conscience? Est-ce qu'on s'y prépare d'ailleurs? Est-ce que les États peu ou prou s'y préparent? Écoutez, vu le contexte international en ce moment, je pense que malheureusement, ça fait partie des sujets qui sont tout à fait évacués, parce que les réfugiés climatiques, oui, il y en a notamment dans les pays du Pacifique, qui commencent à disparaître, ça a commencé, mais je ne crois pas que c'est sur le devant de la scène. Je voudrais juste signaler qu'au Pakistan comme en Inde, ce qu'ils font marcher à fond en ce moment, c'est les climatiseurs. Et les climatiseurs, ça ramène à l'énergie et ça nous ramène à l'Ukraine et à la crise qu'on connaît. Est-ce que aussi sur le réchauffement climatique, il impacte directement les animaux? Sur la chaleur, véritablement, est-ce que cette chaleur aujourd'hui qui vient, qui est prégnante dans beaucoup de pays, est-ce que ça impacte? Oui, je crois que les animaux, ça dépend quels animaux, mais les animaux en souffrent aussi. Donc ils doivent aussi se thermoréguler. Je veux dire, pour la plupart, rares sont les animaux qui ne connaissent pas de thermorégulation. C'est le premier point. Et puis je voudrais simplement bondir aussi sur le fait que, pour le moment, c'est terrible, c'est que les climatiseurs, évidemment, se mettent à... C'est sûrement une crise qui est presque exemplaire de la difficulté. C'est que pour le moment, c'était la période des récoltes. Donc les récoltes, avec les pluies saisonnières qui sont arrivées de toute façon à un autre moment, qu'est-ce qu'elles devaient arriver, plus la chaleur, ça veut dire que les récoltes sont diminuées de je ne sais plus combien, mais je veux dire, il n'y a plus. Et ça montre que le pays n'a pas suffisamment investi dans le renouvelable, parce qu'il n'y a pas de renouvelable. Du solaire, par exemple. Alors, ils auraient dû, normalement, ils avaient pris un engagement. Justement, ce qui se passe, c'est que les compagnies qui se chargent de l'électricité sont en déficit, pour le moment, sont en grosse difficulté financière. Donc, normalement, auraient dû encourager les gens, et puis ils ne l'ont pas fait. Parce qu'ils voulaient avoir encore des revenus. Et donc, finalement, ce qu'ils savaient, ça fait que, finalement, il n'y a pas de solaire. Et moi, ça m'amène au sujet, c'est que, finalement, c'est un drôle de truc ce qui nous arrive. C'est le solaire, finalement. Le soleil, qui est en train de nous tuer... peut nous sauver. Et ce qui est en train de pouvoir... Par l'énergie, voilà, et c'est extraordinaire de se dire que finalement, il y a une exposition qui va se faire à l'île 3000 prochainement, qui s'appelle Novacène, du roman de Lovelock. Nova, c'est la nouvelle étoile, quoi, c'est la nouvelle boîte à brillants. Et je me dis, mais tiens, il y a quelque chose avec le soleil qui est en train de se tramer. C'est lui qui a permis aux plantes de produire de la matière pour nourrir l'ensemble de la planète. C'est lui qui nous a accompagnés toujours. Et puis, il y en a qui disent que l'Anthropocène va être remplacé par le Novacène. J'en suis pas persuadée du tout. Mais je dis il va falloir composer avec des patchs de Novacène dans l'Anthropocène. On va aborder, Nadia, un autre dossier de la semaine, un autre dossier radicalement différent. C'est l'Europe. L'Europe qui adopte un nouveau train de sanctions contre la Russie. C'est le 6e train de sanctions depuis le début de la guerre en Ukraine. Oui, qui a été présenté mercredi. Bruxelles veut donc se passer totalement du pétrole russe d'ici 6 mois. Pétrole qui représente un quart de ses importations et dont l'achat finance, il faut bien le dire, indirectement la guerre de Poutine. Ce ne sera pas facile, mais nous devons le faire. C'est ce qu'a déclaré la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Richard Verly, je vous redonne votre prénom. Cet embargo, il paraissait impossible au tout début de la guerre, il y a à peine 2 mois. Qu'est-ce qui a changé pour que ce soit sur la table? C'est pas cet embargo-là qui paraissait impossible. C'était le gaz. C'était le gaz. Et le gaz, pour l'instant, on n'a pas bougé. Et signalons aussi que cet embargo, il y a 2 opt-out, comme on dit à Bruxelles, c'est-à-dire des dérogations qui ont été accordées à la Hongrie et à la Slovaquie. Non, je crois que très clairement, les États se mettent en position de suppléer au pétrole russe. C'est plus facile que pour le gaz. Mais ça va poser 2 autres questions. D'ailleurs, on le voit quand on voit apparaître l'Algérie là à l'écran. C'est que l'Europe va devenir dépendante d'autres États producteurs d'énergie. Il faut quand même dire la réalité telle qu'elle est. Et il n'est pas certain que, in fine, géopolitiquement, l'équation soit meilleure. Donc, on est quand même confronté qu'à des mauvais choix. Et je rappelle que, par ailleurs, pendant ce temps-là, les États-Unis vendent au monde entier leur gaz de schiste. Oui, c'est ça. Alors justement, sur ce gaz de schiste, parce que aussi, alors lui, on sait la production provoque énormément de problèmes aux États-Unis, des cancers, des choses comme ça. Donc désormais, c'est vrai qu'on va troquer le gaz russe pour éventuellement un gaz de schiste qui est quand même très dangereux à produire. L'Espagne reçoit déjà le gaz de schiste des États-Unis.
puisque vous savez, l'Espagne est l'un des pays qui a le plus de centrales pour traiter justement le gaz liquide. Donc on en reçoit déjà beaucoup, je crois que c'est 11% de la production espagnole, ça vient des États-Unis. Ça va rester compliqué, mais fallait-il le faire? Oui, il faut le faire. On est au 6e train des mesures contre la Russie. Mais les Européens, selon vous, sont prêts à endurer les conséquences de cette décision? Alors c'est paradoxal, parce que l'Espagne, elle est tout à fait prête, parce qu'elle ne dépend que des 3% du pétrole russe. Donc pour elle, c'est très facile. Mais encore une fois, il va falloir effectivement aider les pays qui sont touchés directement, parce qu'il y a des pays qui sont touchés à 75% de leur production du pétrole vient de la Russie. Donc il va falloir les aider. Et l'Union européenne, depuis le début, depuis qu'elle est née, elle est là justement aussi pour ça. Donc allons vers le 6e train des mesures, d'accord. Allons aider aussi les pays qui en ont besoin, mais aller beaucoup plus loin que 2023, 25, 26, ça paraît quand même compliqué. Justement, cette dépendance de certains pays, elle suscite évidemment des fissures, des fractures au sein de l'Union européenne, Nadia. Oui, en l'occurrence, la Hongrie, il faut bien le dire, elle n'est pas reliée à un oléoduc européen, elle n'a pas d'accès à la mer, c'est un pays totalement enclavé. Son Premier ministre, donc le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, a répété cette semaine son opposition à cet embargo européen. On regarde. Le pétrole russe, ou n'importe quel type de pétrole, ne peut arriver dans notre pays que par pipeline, dont une extrémité est en Russie, l'autre en Hongrie. C'est une contrainte que nous avons. Nous ne pouvons pas accepter une proposition qui ignore cela. Dans sa forme actuelle, la proposition européenne équivaut à une bombe atomique lancée sur l'économie hongroise. Ouais, les conséquences sont évidentes, Vinciane Després, en tout cas pour ce pays et peut-être également pour la Slovaquie. On notera quand même qu'il n'a pas prononcé le mot veto. Est-ce que ça veut dire que la Commission européenne, elle pourrait dispenser la Hongrie, éventuellement d'autres pays, et proposer une sorte d'embargo à la carte? Alors là, vous posez une question à laquelle je ne peux absolument pas répondre. Est-ce qu'il faudrait le faire? Est-ce qu'il faudrait prendre alors je vais vous répondre en considération les différences de chaque pays? Comme philosophe, je ne dis jamais il faut. Ça fait partie des règles de conduite que je m'impose pour éviter de déraper. Je ne suis pas une spécialiste de ce type de politique et je veux dire, je peux un peu m'intéresser au sujet. Comment vous regardez cette Alors moi, ce que je regarderais plutôt, c'est de me dire, c'est étonnant quand j'ai lu les articles qui parlaient de cet embargo et les réactions des terres là, tout le monde parle d'indépendance. Et je me suis dit, c'est intéressant, ça devient intéressant. Tiens, on va être indépendant. C'est toujours la souveraineté qui revient comme un nom. Indépendant, mais c'est pas vrai du tout. On voit très bien que ce camembert nous dit que c'est pas du tout être indépendant. On va passer simplement d'un type de dépendance à un autre type de dépendance. Et alors je me suis dit, mais c'est assez marrant parce qu'on parle d'interdépendance. Mais en fait, ce n'est pas du tout de l'interdépendance, ce sont des pures dépendances. Et je me suis souvenu d'une remarque de la philosophe Isabelle Stengers, de l'anthropologue Anna Tsink, qui disait quelque chose d'intéressant, mais qui n'a rien à voir, mais c'est une analogie, moi, qui me parle. Elle disait, il y a des espèces d'animaux qui deviennent ce qu'on appelle férales. C'est-à-dire, elles échappent à leur milieu, elles se mettent à proliférer et elles détruisent tout. Et qu'est-ce que c'est que la féralité dans ce cas-là? Féral, c'est le fait de se dédomestiquer, si vous voulez, ou d'échapper. En fait, tant qu'elles sont tenues par l'interdépendance, ces espèces-là, ça fonctionne bien. Elles ne peuvent pas proliférer, elles doivent compter sur les autres comptent sur elles, etc. Et elles sont contenues. Une fois qu'elles s'échappent, elles deviennent hors de contrôle. Et une fois qu'on sort des interdépendances, eh bien, en fait, on devient hors de contrôle et on devient... Je veux dire, on n'est plus avec les autres, on est contre les autres. Et je me suis demandé, en lisant tout ça revue de presse, je me suis demandé, tiens, est-ce qu'on ne serait pas dans des cas où de l'interdépendance et de la dépendance, on n'est pas en train de ne pas cultiver ce qui... Voilà, bon. Justement, Richard Verly, pour rebondir sur le propos de Vinciane Després, est-ce qu'il n'y a pas un autre risque auquel s'exposent les Européens? C'est qu'ils ont annoncé un embargo donc, du pétrole brut à échéance de 6 mois, des produits raffinés à échéance de 8 mois, ce qui peut laisser potentiellement le temps à Vladimir Poutine en fait, de couper le robinet avant. Et est-ce que cette perspective-là, elle doit renforcer justement la solidarité, l'interdépendance entre les Européens, entre ces espèces qui justement peuplent les 27 face à la menace Poutine? Alors, en ce qui concerne la Hongrie, le fait d'abord qu'il y ait une dérogation qui lui a été accordée et le ton adopté par Viktor Orbán prouve que, sans doute, il a des garanties. Il a des garanties de cette solidarité. Et il est assez logique, franchement, qu'il en ait. Son pays est frontalier de l'Ukraine, donc frontalier de la guerre, et complètement dépendant du pétrole russe. Non, je crois que la grande difficulté, ça va être maintenant de mettre sur le tapis deux sujets. D'une part, la construction rapide
d'infrastructures pour justement, notamment en provenance d'Espagne, faire transiter le gaz et dans d'autres pays. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il va falloir, et ça, je pense que ça va être aussi la tâche d'Emmanuel Macron, reposer la question du nucléaire assez rapidement, parce que pour le moment, on ne voit pas d'autre option à une garantie d'indépendance énergétique que l'option nucléaire pour une partie de l'Europe. Il y a ça aussi, mais c'est vrai que Viktor Orban, par rapport à l'état de droit, on sait la conflictualité qu'il y avait avec l'Union européenne. Hein. Ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut finalement continuer à l'aider comme si finalement, auparavant, il n'y avait plus tout de conflit avec l'Union européenne, alors que là, on voit véritablement une cassure au sein de l'Union? Oui, il y a une cassure et justement, il va falloir l'aider par rapport à l'énergie, par rapport au pétrole et par rapport au gaz, mais on ne va pas le blanchir par rapport aux défaillances de l'état des droits. C'est deux choses différentes. C'est possible. Et c'est tout à fait possible. Et comme disait Richard, donc il va falloir créer une interdépendance et faire venir du gaz en Europe. Sauf que la France et l'Espagne avaient un projet, MidCat, qui a été abandonné par les deux pays et qui a besoin de 10 années pour être efficace ou en marche. 10 ans. Et dans 10 ans, on ne sait pas dans 10 ans comment ça va se passer. Enfin, c'est des infrastructures énormes à construire. Vous n'aviez pas l'air emballé par l'évocation du nucléaire? Je ne suis pas emballé par l'évocation du nucléaire, mais je ne suis surtout pas emballé par le fait qu'il n'y ait qu'un choix binaire. Ouais. Alors qu'il y a quand même une troisième possibilité, mais qui fait peur à tout le monde évidemment, ce serait peut-être de diminuer la sobriété, de grande sobriété. Ouais. Et ça quand même de diminuer ne fût-ce que de 15%. Serait déjà... Et il y a moyen, puisqu'il y en a qui... Même si à échéance très courte, c'est largement insuffisant pour faire face à ces besoins. Bien sûr. Je veux dire, c'est pour ça que le nucléaire semble s'imposer à échéance courte. Voilà, mais une sobriété, et je veux dire, il y a des pays qui ont commencé à diminuer, qui ont commencé à réussir à diminuer de 15%, je trouve quand même que, ça veut dire qu'il y a moyen. Voilà. Il y a des fois où c'est encore plus complexe, parce que la centrale nucléaire en Hongrie, elle est construite et gérée par Rosatom, les Russes. Ah oui, en effet. Effectivement, on n'a pas... Voilà. Donc on aura l'occasion de revenir sur ce dossier avec plaisir. Merci à tous les deux, en tout cas, d'être venus débattre sur ce plateau.